Bonjour tout le monde, merci d'être là cet après-midi, en début de soirée plutôt, donc pour cette série de conférences qu'on appelle les conférences magistrales. Donc c'est une série qu'on a instituée il y a quelques années. Donc l'idée de cette série, c'est d'avoir l'occasion d'écouter nos professeurs, donc ils sont parmi les plus établis, nos professeurs, j'ose pas dire seniors pour Max, mais nos professeurs qui sont au sommet de leur art. Donc, et c'est l'occasion de voir ce qu'ils font, d'apprendre plus de leurs travaux. Donc, et pour cette soirée, pour l'événement de ce soir, nous avons l'occasion d'accueillir notre collègue Maximilien Debia, qui est professeur titulaire au département de santé environnementale et santé au travail, mais qui est aussi vice-doyen aux affaires professorales à la vie étudiante et secrétaire de faculté. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir ce soir et sans plus tarder, donc je vais laisser la parole au directeur de département, Sami Haddad, qui pourra présenter Max plus en détail. Merci, Carl. Donc, il me fait plaisir de vous présenter Maximilien Debia, qui est professeur dans notre département de santé environnementale et santé au travail. Donc, Max, depuis qu'il a obtenu son diplôme en maîtrise en sciences de la vie et de la terre à l'Université de Claude Bernard Lyon 1 en France, il a poursuivi ses études ici à l'Université de Montréal. Donc, il a fait sa maîtrise en santé environnementale et santé au travail chez nous. Il a fait aussi son doctorat en santé publique sous la direction de Michel Gérin et Kanan Krishnan. Il a joint les rangs du corps professoral en 2012 et depuis l'an dernier, il est devenu professeur titulaire et cette année, il est devenu vice-doyen à la vie étudiante et aux affaires professorales et secrétaire de la faculté. Et depuis qu'il est prof, Max dirige les laboratoires d'hygiène du travail ici à l'ESPOM. Il enseigne les méthodes d'évaluation et des expositions aux contaminants chimiques et biologiques des milieux de travail, ainsi que les méthodes de maîtrise des risques. Il a été chercheur boursier FRQ Junior 1 et Junior 2. Il a obtenu plus d'une trentaine de subventions de recherche de différents organismes subventionnaires reconnus ici et à l'international, totalisant plus de 2 millions de dollars. Il a publié 48 articles de recherche et 9 chapitres de livres et a coédité le tout récent livre « Environnement et santé publique », qui est quand même une référence dans la francophonie dans le domaine. Ses étudiants reçoivent des prix pour leur recherche sous sa direction, comme la prestigieuse bourse de recherche Dennis J. Pastenbach en 2021 de l'American Industrial Hygiene Association et aussi un de ses étudiants a obtenu le prix de la meilleure thèse tout récemment, donc la meilleure thèse des études supérieures postdoctorales. Donc son expertise en évaluation d'exposition professionnelle est reconnue internationalement. On l'invite à participer à divers comités d'experts au Canada et à l'international, dont celui de la CAREX Canada et des comités de l'OMS. Donc, je te laisse la parole, Max. Merci pour cette belle présentation. Merci, Monsieur le doyen, aussi, pour la présentation, l'invitation aux conférences. Donc, je suis vraiment très content d'être ici pour vous parler d'hygiène du travail, pour faire la promotion de ma discipline d'enseignement et de recherche, donc qui est l'hygiène du travail. L'hygiène du travail, je vais le positionner justement dans le domaine de la santé publique, d'où le thème, le titre « Hygiène du travail, une priorité de santé publique ». Je vais vous parler dans un premier temps des déterminants de la santé et du milieu de travail. Je vais revenir sur les fondements de l'hygiène du travail pour voir où on est rendu aujourd'hui en hygiène du travail, mais d'où on vient également en hygiène du travail. Je vais revenir sur les pratiques de l'hygiène du travail pour vous présenter un peu qu'est-ce que l'on fait en recherche au niveau de la prévention primordiale et au niveau des interventions en prévention primaire. Et je pourrai conclure
au niveau des perspectives en santé publique et en hygiène du travail. Cette carte de la santé, possiblement peut-être un petit peu petit sur vos écrans, mais cette carte de la santé est bien connue. Alors, elle est tirée du chapitre de Pierre Fournier, justement, du livre « Environnement, santé publique ». Elle est tirée également de différents documents là, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et je ne l'ai pas choisi parce que le milieu de travail est au centre de la carte, mais c'est un beau hasard de voir justement le milieu de travail. Donc le milieu de travail comme un déterminant de la santé, de l'état de santé des populations. Cette carte, l'idée ici, c'est pas juste de vous montrer le milieu de travail, c'est de vous montrer que nos interventions en hygiène du travail, finalement, elles visent à influencer l'ensemble des déterminants de la santé, que ce soit au niveau des caractéristiques individuelles. Quand on fait des interventions en hygiène du travail, on va devoir regarder justement des habitudes de travail, des comportements des travailleurs qui vont influencer leur exposition professionnelle. Le milieu de travail, c'est notre sujet d'étude, mais on est conscient que, par exemple, un travailleur va évoluer dans un cadre familial, dans un milieu de vie, un milieu familial, et on a des exemples en santé au travail, pour ne citer par exemple que les exemples de l'amiante, dans le cas de maladies dans la famille qui sont des contaminants, de la contamination croisée suite à des expositions professionnelles. Évidemment, on regarde aussi ces milieux de vie, les milieux scolaires, ce sont aussi des milieux de travail. On en a largement parlé pendant la pandémie. Les milieux d'hébergement aussi, ce sont des milieux de travail pour les professionnels de la santé. Quand on regarde le milieu de travail, l'hygiène du travail, on doit regarder également les systèmes. C'est donc le système de santé au travail, par exemple, au Québec, qui est un système qui va viser justement la prévention et les interventions dans les milieux de travail. Et finalement, le contexte global qui nous intéresse ici, c'est vraiment tout ce qui est les politiques, la réglementation en santé, sécurité du travail. C'est tout ce qui est le contexte technologique, les scientifiques, les évaluations, les nouveaux procédés. Je pourrais citer ici, par exemple, les nanotechnologies. Qu'est-ce que ces nouveaux procédés, le développement des batteries électriques, qu'est-ce que ces nouveaux procédés, comment ils pourraient influencer la santé des travailleurs. Alors, les milieux de travail, j'ai une petite série de photos. Alors, on va faire une petite visite industrielle ensemble. On a ici une image d'une mine de fer. Donc, c'est un environnement industriel dans lequel on a de nombreux travailleurs qui vont être exposés à des contaminants. On a des véhicules roulants. On a également, qui dit mine, dit toujours usine de traitement. Donc, on a également des différents postes de travail. On a donc plusieurs expositions professionnelles. Dès qu'on parle de mine, on parle de contaminants, de maladies. La silice cristalline, par exemple, les silicoses, ce sont des choses connues dans ces milieux de travail. Alors là, la luminosité est très faible, c'est normal. On est dans une mine souterraine. C'est des travaux également, des images qu'on a prises dans les mines d'or en Abitibi. Faut savoir que le Québec a une industrie particulière. On a les mines les plus profondes en Amérique. Donc, on peut descendre plusieurs kilomètres, jusqu'à 3 kilomètres sous terre en Abitibi. Et ce sont des mines d'or. Donc, on va chercher l'or dans ces milieux. C'est des enjeux au niveau des expositions professionnelles. On voit ici un véhicule qui permet de transporter le minerai. Ce sont des véhicules diesel, donc qui produisent des émanations de moteurs diesel. Dans ces mêmes milieux, on a de la machinerie qui se déplace, mais aussi qui va faire du forage et qui va générer des contaminants, des poussières, là aussi des poussières de silice cristalline qui sont bien documentées, bien connues dans ces milieux.
Une photo récente qui date de l'automne dernier. On peut le voir avec le niveau de l'eau. C'est le puits de mine principal de Val-des-Sources, qui est aussi connu anciennement sous le nom d'Asbestos. Et cette mine se remplit. Donc le niveau d'eau augmente constamment. Pourquoi je montre cette image? Cette mine est à l'arrêt. Mais on a un passif au niveau des maladies professionnelles, au niveau de la qualité de vie dans ces régions de l'amiante. On a aussi un avenir dans ces régions. Ici, ce sont les résidus qui ont été extraits de ces puits et qui se retrouvent dans la région de Thetford Mines, tout autour de la région. Pourquoi c'est un avenir? Parce qu'il y a des projets de valorisation de ces résidus miniers. Et donc, on a l'intention d'utiliser ces résidus pour produire des nouveaux matériaux, notamment par exemple du magnésium métallique. Donc, des possibles nouvelles expositions à des fibres d'amiante, des choses qui doivent être évaluées dans les prochaines années. Le Québec, c'est aussi les alumineries, c'est aussi toute l'industrie de l'aluminium et des expositions connues à des poussières métalliques, à différents composés comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, associés à différentes maladies également dans ces milieux. L'industrie de l'aluminium, toujours présente, toujours en développement, des nouveaux procédés. On le voit souvent aux nouvelles, donc des choses qui sont encore très présentes dans nos milieux de travail. Beaucoup de minéraux, donc beaucoup de fonderies qui sont liées également à la transformation des métaux. Ce sont des images qui ont été prises dans une fonderie d'acier inoxydable. Donc on coule on fait des moules et donc on fabrique des pièces en acier inoxydable. Donc là aussi, on voit très bien sur la photo des fumées métalliques et on a des expositions professionnelles dans ces milieux de travail également. Bon, tout le monde a reconnu l'ancien modèle du métro de Montréal. On est dans le métro de Montréal. On est dans le métro, pas une station de métro, mais on est dans des ateliers, soit des ateliers de réparation, soit des ateliers de l'entreposage. Ici, en fait, ce que l'on voit au loin, j'ai mon petit curseur que je vais pouvoir utiliser. Ici, ce sont des locomotives diesel. C'est ce qui se passe la nuit dans le métro de Montréal. C'est les locomotives qui circulent pour faire tout ce qui est les activités de nettoyage, de réparation dans le métro. Donc ce sont là aussi des machineries qui génèrent des contaminants, des émanations de moteurs diesel. On a des ateliers mécaniques, réparation de camions, réparation de voitures. On a, oui, là encore, des fumées, des activités de soudure, mais on a aussi des produits chimiques qui vont servir à nettoyer, à dégraisser des moteurs, des freins, toutes pièces des garages automobiles. On a des activités de maçonnerie, donc tout ce qui est travaux publics. Ici, on a des scies qui nous servent à découper des briques pour faire du briquetage. Et là aussi, ce sont des situations connues qui génèrent des contaminants. Là, de nouveau, la silice cristalline quartz. Les activités de soudage, ici on voit plusieurs postes de soudage avec leur système de ventilation. Ce procédé est associé à la génération, l'exposition des travailleurs à des fumées de soudage. On arrive à la fin de ma visite, c'est pas juste des photos que j'ai. On est maintenant dans un atelier mécanique. Dans cet atelier mécanique, on a des disjoncteurs haute tension. Et les travailleurs, on les voit un petit peu sur le côté avec les gants. Eux, leur activité, c'était de dégraisser, nettoyer les pièces. Ils utilisaient des solvants chlorés pour faire cette tâche de travail, avec 80% de solvants chlorés dans le mélange. Finalement, c'est aussi tout ce qui est le secteur municipal, des travailleurs de la ville de Montréal, de différents secteurs, qui peuvent avoir différentes tâches de travail. Ici, on réalise du décapage de graffiti. Donc, on utilise des produits chimiques, des décapants chimiques pour faire du décapage. Alors, pourquoi j'ai montré toutes ces photos? C'est toutes des photos
c'est tous des milieux dans lesquels mon équipe de recherche, on est intervenu. Soit pour évaluer les dangers, évaluer le risque pour les travailleurs, évaluer l'exposition des travailleurs. Tous ces milieux ont aussi en commun d'avoir des expositions à des cancérogènes. Que ce soit la silice, que ce soit le diesel, que ce soit des produits chlorés, ce sont des cancérogènes prouvés pour l'homme, groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer. C'est donc un volet au niveau de la prévention des maladies professionnelles qui est important dans nos recherches. Alors, c'est là où les interventions en hygiène du travail deviennent importantes au niveau de la prévention des maladies professionnelles. Je veux revenir sur les fondements de l'hygiène du travail. C'est important à comprendre le lien aussi entre hygiène, en médecine du travail. Ça remonte, les premières observations entre les liens entre les métiers et les maladies, ça remonte à l'époque d'Hippocrate, donc avant l'ère commune. On associait des travaux à différentes observations, coliques de plomb, décès dans les mines de mercure. Ensuite, au Xe siècle, plusieurs médecins ont rapporté des intoxications d'origine professionnelle. Paracels, qu'on connaît très bien d'ailleurs en toxicologie aussi, a fait plusieurs observations au niveau des maladies pulmonaires des mineurs, problèmes de santé des métallurgistes, des maladies causées par le mercure de nouveau en 1567. On arrive à 1700 avec Ramazzini. Ramazzini qui est décrit comme le père de la médecine du travail. L'essai de Ramazzini a décrit les pathologies professionnelles dans 40 corps de métier et a été traduit dans des dizaines de langues. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que dans les années 1700, ici j'ai pris l'exemple, ça doit être difficile à lire, mais par exemple pour les maladies de fondeurs de métaux, les essais de Ramazzini étaient déjà extrêmement intéressants. Il décrivait les contaminants, le plomb, l'étain, le cuivre, le mercure, l'arsenic dans ces milieux. Et Ramazzini ne se contentait pas de décrire les effets de santé, il décrivait les expositions professionnelles. Et donc en termes de contaminants et en termes également de facteurs qui sont importants au niveau de l'évaluation de l'exposition. Ramazzini, par exemple, observe que certains travailleurs étaient plus exposés que d'autres à des contaminants et que les effets sur la santé étaient plus importants dans ces catégories d'emploi aussi. Donc, ces observations, oui, c'est le père de la médecine du travail, possiblement, c'est une bonne description, mais c'est aussi des essais qui permettent à l'hygiène du travail de trouver ses racines. Dans les fondements en santé publique, on connaît très bien les travaux qui ont fait le lien entre, par exemple, des métiers, être ramoneur à Londres, et le développement de cancer. S'ensuit au XIXe siècle tout ce qui est l'hygiène publique. Et dans ce mouvement d'hygiène publique, les milieux de travail sont un sujet extrêmement important dans les enjeux de santé publique. C'est notamment dans ces milieux qu'on avait les plus fortes intensités et qu'on pouvait faire le plus d'observations avec les problèmes de santé. En 1860, Maxime Vernois, les premiers traités en hygiène industrielle. Donc là, on voit apparaître le mot hygiène industrielle dans les essais. L'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodes. En 1875, donc c'est deux auteurs français, deux médecins français, on parle d'hygiène des professions et des industries. Et dans les mêmes années, au Québec, Hubert Larue décrit les études sur les industries du Québec, tannerie, boulangerie, brasserie, fabrique d'allumettes. Donc des milieux dans lesquels on avait identifié des problématiques de santé au travail. En 1894, règlement sur l'hygiène industrielle préparé par le Conseil supérieur d'hygiène de la province de Québec. Et en 1909, la loi sur les accidents de travail qui vient donc concerner la santé et la sécurité dans les milieux de travail. En 1936, la division de l'hygiène industrielle sous la direction du ministère de la Santé. Donc ces essais qu'on trouve ici, là, au niveau de l'hygiène industrielle, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'hygiène du travail dans nos programmes de formation et dans notre programmation de recherche.
les améliorations des conditions de travail, on le voyait ici d'ailleurs dans l'essai avec des premiers équipements de protection des travailleurs, des premiers masques, ça vient aussi des fois des travailleurs eux-mêmes. On peut citer en 1949 la grève des mineurs d'amiante, parmi les revendications, on voulait améliorer les conditions de travail. Donc on avait déjà identifié les problématiques respiratoires et on voulait limiter les poussières d'amiante. Vous avez une photo, comme vous pouvez voir ici, l'amiante, on poussait l'amiante avec les pieds pour pouvoir se déplacer dans ces usines. Donc c'est évidemment pas des situations qu'on voit aujourd'hui, mais ça vous donne une idée un petit peu des enjeux de santé au travail qu'il y avait dans ces milieux. On peut passer maintenant aux années 60-70 avec le développement de connaissances sur les risques chroniques, donc plus ce qui est les risques à faible dose avec des impacts donc de type cancer évidemment. On peut citer les mouvements écologistes dans ces années-là, mais aussi le développement de la toxicologie et de ces informations sur les liens entre exposition et maladie. Donc on prend connaissance de la dégradation des environnements, de l'accumulation des produits chimiques et l'impact sur la santé des populations. Je finis mon petit historique avec l'institutionnalisation du champ de pratique de l'hygiène du travail. On peut citer en 1970 la création de l'Occupational Safety and Health Administration aux États-Unis, la mise en place du Centre international de recherche sur le cancer, qui est toujours la référence aujourd'hui au niveau de l'évaluation du risque du potentiel cancérogène des substances en 1972, et finalement la création de la commission santé-sécurité au travail que l'on connaît aujourd'hui et de l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé-sécurité au travail en 1980. Alors, l'hygiène du travail, c'est quoi? C'est une science qui vise à prévoir, identifier, évaluer, maîtriser les facteurs et les contraintes propres au travail ou qui en résultent et qui sont susceptibles d'entraîner la maladie, l'altération de la santé ou du bien-être des travailleurs, tout en tenant compte des impacts éventuels sur la communauté avoisinante et sur l'environnement général. On peut trouver plusieurs définitions de l'hygiène du travail. On va retrouver toujours l'anticipation, prévoir, identifier, évaluer. Ce que j'aime beaucoup ici aussi dans cette définition, c'est l'aspect plus global sur les communautés avoisinantes, mais aussi sur l'environnement général. Donc l'hygiéniste du travail ne devrait pas avoir juste le travailleur dans sa vision, mais avoir le procédé, l'usine et les conséquences en lien avec le milieu de travail. À partir de maintenant, je vais vous parler un petit peu des pratiques. Donc on va rentrer un petit peu, je vais vous présenter aussi quelques résultats de recherche de mon équipe. Les pratiques au niveau des actions de prévention. Donc quand on parle de prévention, on parle souvent de prévention primaire en hygiène du travail. Moi, je veux remonter un petit peu plus en amont et parler aussi de prévention primordiale. Les collègues en promotion de la santé, c'est un terme avec lequel ils sont largement familiers. Nous, en santé au travail, un petit peu moins. C'est quoi ces actions de prévention primordiale? C'est tout ce qui vise à modifier, éliminer des facteurs de risque à une échelle globale. Par exemple, à l'échelle du Québec, je donne l'exemple d'interdire des produits chimiques. C'est une action qui va permettre évidemment de modifier les pratiques et d'éliminer le danger. Ensuite, on a tout ce qui est les actions de prévention primaire qui visent à éviter l'apparition de la maladie dans un milieu de travail. Là, je parle de la surveillance des concentrations d'un produit chimique dans l'environnement, ce que je vais appeler l'expologie dans la suite de la présentation. Donc, c'est ces deux actions de prévention qui nous intéressent en hygiène du travail. Quand on est dans le secondaire, dans le tertiaire, on va s'approcher évidemment dans le tertiaire de l'action de détection de la maladie, de la réduction de la gravité de la maladie. On rentre dans l'indemnisation, dans la médecine du travail. Donc je me concentre sur les deux premiers volets de la prévention. Alors qu'est-ce qu'on fait en prévention primordiale? C'est bien beau ce terme, c'est bien beau de vouloir éliminer, modifier les pratiques de travail, influencer les politiques, éliminer les risques, offrir des environnements de travail sains et sécuritaires. Alors, qu'est-ce qu'en recherche on peut faire? Et je vais vous présenter plusieurs choses qu'on a fait dans mon équipe. Donc vraiment, c'est pas juste moi, c'est toute l'équipe de recherche. On produit des notes et des avis scientifiques. On participe à des comités d'experts. On réalise des études critiques sur les pratiques
les pratiques de l'hygiène du travail, des interventions en hygiène du travail. On contribue également à produire des outils de transfert de connaissances pour les intervenants dans les milieux de travail. Et on prend même le temps, quand il nous reste du temps, de faire des commentaires sur les projets de loi. Un des outils de transfert de connaissances dont je suis très, très fier, développé les pairs du site web Soluble, c'est Michel Gérin et Denis Bégin. C'est un outil donc, que l'on maintient. Nous sommes les rédacteurs scientifiques de l'outil aujourd'hui. Et cet outil vraiment vise à favoriser la substitution des produits toxiques pour les travailleurs dans les milieux de travail. Ce Soluble est produit en collaboration avec l'IRSST, hébergé sur le site de l'IRSST. Dans l'outil Soluble, dans la page web Soluble, donc c'est dans l'outil expert, on va trouver une démarche de substitution en 9 étapes. On va trouver des monographies réalisées par l'équipe de recherche sur les solvants. La dernière en date s'intitulait « Solvants verts, fondements, santé, sécurité, environnement et substitution » en 2020. On a publié des fiches par utilisation pour favoriser, encore une fois, l'élimination de certains produits toxiques. On a documenté des études de cas. On maintient à jour également tout ce qui est l'information réglementaire sur les produits chimiques. Et finalement, 2 fois par mois, on publie des notes scientifiques critiques sur les produits chimiques, sur la substitution, pour favoriser l'élimination des risques. Je vous partage ici 2 publications, 2 exemples de nouvelles solubles. Le 1er février 2024, on a fait une note sur le benzène, dans lequel on rapporte que l'ACJH, qui est l'organisme de référence au niveau des normes en milieu de travail, qui est un des organismes de référence, je devrais dire, a proposé une valeur à 0,02 ppm pour prévenir les risques de développer des maladies chez les travailleurs. Au Québec, on donne la référence, la norme actuelle est de 0,5 ppm, soit 25 fois plus élevée que la proposition sanitaire de l'ACJH. Le 30 octobre 2023, on rapportait une proposition de l'EPA, son intention de bannir toutes les utilisations de trichloroéthylène aux États-Unis. C'est un solvant chloré, cancérogène, groupe 1, qui est encore largement utilisé au Québec. Donc, par ces nouvelles, on essaye d'influencer les décideurs, les politiques pour faire évoluer la réglementation concernant les produits chimiques. Le projet de loi, donc on est en modification du régime santé-sécurité au travail. On a soumis un document à l'Assemblée nationale du Québec avec mon collègue Denis Bégin en 2021. On s'est notamment prononcé sur l'établissement des normes, dans lequel on plaide pour que les normes québécoises, les normes en milieu de travail, qu'il y ait une plus grande transparence dans l'établissement des normes. Donc d'avoir des documents de référence et de savoir, lorsqu'on propose des normes, qu'est-ce qu'on veut prévenir comme effet sur la santé. Dans les groupes d'experts, je rapporte des participations. Sami Haddad a parlé également de certains groupes d'experts auxquels j'ai participé. J'ai participé notamment à l'évaluation du CIRC, du YARC, pour évaluer le potentiel cancérogène des nanomatériaux et de certaines fibres, dont la fibre de carbure de silicium qui a été utilisée au Québec, puisqu'on avait des usines qui produisaient cet abrasif. J'ai également participé au guide de bonne pratique qui visait à prévenir les expositions à tout ce qui est les nanomatériaux dans les milieux de travail. Les fiches de substitution, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais quand on a produit 12 fiches de substitution, on a permis, l'objectif de ces fiches, c'est de proposer à tous les intervenants au Québec des options de remplacement des produits chimiques. Ça peut être justement des cancérogènes et on démontre que ces produits peuvent être éliminés, remplacés dans les milieux de travail. Donc, les 12 fiches sont présentes dans ma présentation et concernent des activités de décapage, collage, nettoyage, vernissage de plancher. Donc, c'est toutes ces interventions que l'on a développées dans mon équipe de recherche au niveau de la prévention primordiale pour essayer d'influencer, de modifier les pratiques et d'offrir des environnements plus sains et sécuritaires.
Le deuxième volet que je veux développer avec vous, c'est la notion d'expologie. Donc, c'est l'évaluation de l'exposition, certainement au cœur de la pratique des hygiénistes du travail. L'expologie, cette image est tirée du livre Environnement, santé publique. La mesure de l'exposition, c'est le contact entre l'agent, le contaminant qu'on va retrouver en milieu de travail et le travailleur. Ce contact, il s'évalue en intensité, en durée, en fréquence. Donc, c'est quelque chose qui nécessite une stratégie au niveau de l'hygiène du travail. Ce contact, il n'est pas fixe dans le temps. Il y a de la variabilité. Il va être influencé par l'environnement, par les comportements également dans les milieux de travail. Donc, c'est un continuum là au niveau de l'expologie. On le voit avec les rétroactions également qui sont présentes dans ce schéma conceptuel. Parmi nos livres de référence, on a le livre de l'AIHA, donc de l'American Industrial Hygiene Association, qui est notre livre, là, les étudiants. Normalement, vous devez connaître cette référence. Et donc, c'est tous les hygiénistes, là, au niveau de l'Amérique du Nord, en tout cas, utilisent ces documents comme outil de référence. L'évaluation de l'exposition, c'est deux choses. C'est l'évaluation du danger, oui. L'évaluation de l'exposition se fait en évaluant le danger. C'est le danger et l'exposition qui vont nous permettre de caractériser le risque, de faire l'évaluation du risque pour les travailleurs. Une fois que le risque est caractérisé, on va passer à des étapes de gestion du risque dans les milieux de travail avec une hiérarchie des mesures qui va de l'élimination du produit chimique jusqu'au port d'équipements de protection individuelle. Pour les collègues de santé publique, le port d'un masque, tout le monde en a entendu parler pendant la Covid, c'est le dernier outil pour un hygiéniste pour intervenir dans les milieux de travail et c'est celui qu'on qualifie comme le moins efficace au niveau de la protection des travailleurs. Alors l'expologie, c'est quoi? Ça semble simple sur cette diapo, c'est la mesure personnelle dans la zone respiratoire du travailleur et la comparaison des valeurs avec une valeur limite d'exposition professionnelle. Donc on mesure l'exposition et on compare ça à un standard d'exposition professionnelle. Les enjeux, c'est quoi de la mesure? C'est avoir la bonne stratégie, j'en ai parlé tout à l'heure, pour tenir compte de la variabilité dans les milieux de travail. Si vous allez dans un garage automobile pour mesurer le diesel en plein été, alors que les deux côtés du garage sont ouverts, les travailleurs vont rigoler, vont vous dire « revenez cet hiver », là, vous allez avoir des émanations de moteurs diesel. Donc, il faut comprendre ces enjeux de variabilité journalière, annuelle, pour évaluer l'exposition professionnelle. Il faut aussi avoir la bonne valeur sanitaire. Si on veut évaluer un risque sanitaire, il faut avoir le bon comparatif. J'ai un petit exercice avec des données de notre équipe de recherche. Ici, ce sont des mesures qui ont été effectuées ici. Donc, on voit l'échelle, c'est des concentrations de carbone élémentaire dans deux mines différentes, des mines souterraines. Chaque point, c'est une mesure. C'est simplement une mesure. On a une centaine de mesures qui ont été faites chez des travailleurs dans chacune des mines. La norme, actuellement, elle est environ de 320. Là, elle est de 400, mais c'est en carbone total. Elle est environ de 320 microgrammes par mètre cube en carbone élémentaire. Quand on évalue l'acceptabilité en milieu de travail, on va utiliser le critère de 5%, souvent pour juger de l'acceptabilité. Donc là, dans ces situations, on a une mine avec 0,3% de fraction de dépassement, ce qui semble quand même assez acceptable. Et on a une mine à 8,4 et on voit qu'il y a certains points qui dépassent la norme. On a donc des situations de surexposition. Alors, est-ce que cette situation est acceptable? En 2023, en Ontario, on a indiqué que la norme de 400, qui était aussi utilisée en Ontario, devait passer à 120 microgrammes par mètre cube en carbone élémentaire. Donc, évidemment, on n'est plus du tout dans la même évaluation du risque. On n'a plus besoin de faire de statistiques à cette étape-là. On a clairement des situations d'exposition. Dans la mine 2, on a à peu près la moitié des travailleurs qui seraient surestimés à la nouvelle valeur réglementaire ontarienne. Alors, est-ce que c'est suffisant, cette analyse? Oui, c'est suffisant pour proposer des interventions.
Est-ce que c'est suffisant pour évaluer le risque sanitaire? Toujours pas. Carex Canada, dont j'ai parlé, Samy en a parlé en introduction. J'ai participé à des groupes d'experts de Carex Canada justement sur le diesel. Carex Canada, c'est un organisme qui va faire des propositions, qui va évaluer les cancérogènes dans les milieux de travail et qui ont fait des études et qui recommandent 20 microgrammes par mètre cube au niveau du diesel. Ce 20 microgrammes par mètre cube vise à prévenir le risque de développer des cancers du poumon. Donc évidemment, on arrête là aussi de faire des statistiques puisqu'on a quasiment toutes les expositions dans ces milieux qui dépassent cette nouvelle valeur sanitaire. Donc cet exemple vise à vous montrer vraiment que la complexité finalement d'évaluer le risque sanitaire, c'est fonction de la variabilité dans les milieux de travail, mais aussi de la valeur qui est à notre disposition. Et ces valeurs, elles évoluent selon les connaissances scientifiques. Alors, est-ce que j'ai évalué tous les travailleurs des mines? Non, on a fait une centaine de prélèvements. Il y a plusieurs centaines de travailleurs dans ces mines. Alors, les stratégies qu'on utilise en hygiène du travail, c'est qu'on va former des groupes d'exposition similaires. Dans ce cas-là, on a pris simplement les métiers des travailleurs et on les a regroupés pour évaluer l'exposition. Donc, ces stratégies nous permettent d'identifier, par exemple, dans ces milieux miniers, les travailleurs qui sont les plus exposés aux contaminants. Donc les camionneurs, les foreurs jumbo et les opérateurs de chargeuses navettes sont les travailleurs les plus exposés dans ces milieux de travail. Donc ça nous permet aussi d'orienter les interventions et de prioriser les interventions. Toujours dans ces travaux sur le diesel, j'ai commencé à en parler tout à l'heure un petit peu, le carbone élémentaire, le carbone total. On a évalué les deux indicateurs. Alors, le carbone total, c'est le règlement québécois sur les mines qui est exprimé en carbone total. On a une belle relation entre les deux indicateurs, vous le voyez ici. Par contre, on a quand même des points qui sortent de la relation. On a simplement identifié la présence d'interférences. Donc, quand on mesure l'exposition en carbone total, dans certains cas, en fait, on mesure l'exposition à d'autres sources de carbone qui sont du carbone organique, qui vont venir d'une personne, par exemple, de brouillard d'huile. Si on a des foreuses, on a des brouillards d'huile, on a du carbone organique. Donc, ce n'est pas une mesure spécifique. Dans ce projet de recherche, on a aussi comparé la méthode américaine et la méthode québécoise, parce qu'on n'utilise pas les mêmes échantillonneurs. Les Américains prennent la fraction sous-micronique, inférieure à 1 micromètre, alors que nous, on prend la fraction respirable. On pourrait la qualifier d'inférieure à 4 micromètres de façon assez grossière. Donc on a comparé également en parallèle, on a fait des mesures parallèles et on a publié ces résultats de recherche pour comparer les méthodes. Donc on a notamment déterminé que la mesure en carbone élémentaire était assez similaire, ce qui confirme que les émanations de moteurs diesel sont très fines, ce sont des fumées qui sont à l'échelle sous-micronique, qui font en fait quelques dizaines de nanomètres de diamètre. Alors, tous ces travaux que je vous présente sur le diesel ont été repris, notamment par Carex Canada, dans leurs évaluations de l'impact des cancérogènes. Donc, les niveaux d'exposition sont importants dans les mines. On a déterminé qu'il y avait une spécificité plus élevée de la mesure de carbone élémentaire en tant qu'indicateur de l'exposition au diesel. On a notamment identifié les problèmes d'interférence. Et on a émis plusieurs recommandations pour standardiser les méthodes d'échantillonnage, mais aussi on a clairement indiqué qu'il fallait modifier la réglementation québécoise pour prévenir le risque de développer un cancer du poumon dans ces milieux de travail. Donc que la norme soit adaptée au risque de développer un cancer du poumon et qu'elle soit exprimée en termes de carbone élémentaire. Très rapidement, parce que je vois que le temps passe aussi, je voulais vous parler d'un nouveau projet de recherche que l'on a débuté sur la mesure des expositions à la silice cristalline quartz par une nouvelle méthode en infrarouge. C'est un contaminant très connu, la silice cristalline quartz, mais on a des cas de silicose. On a des décès pour silicose et on a même des secteurs industriels dans lesquels on a vraiment des explosions, on pourrait dire. Il y en a qui parlent d'épidémies, qui comparent ça à l'amiante d'il y a quelques années.
c'est l'industrie des comptoirs de cuisine en matériaux composites. Pour vous donner une idée, les Australiens viennent juste d'interdire cette année d'utiliser ces matériaux à cause du risque de développer des silicoses. Dans le contexte de la silice cristalline, là aussi, on fait des interventions dans les milieux de travail. Donc ça, ce n'est pas une mesure d'exposition, c'est une mesure environnementale. On fait des prélèvements de poussière avec nos pompes, nos échantillonneurs. Ensuite, on va analyser ces échantillons directement dans notre équipement infrarouge que l'on amène dans les milieux de travail. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'en quelques secondes, on est capable de sortir le spectre et de mesurer de façon spécifique l'exposition du travailleur à la silice cristalline quartz. Alors ça change la donne en hygiène du travail. Plutôt que de faire un prélèvement, de l'envoyer au laboratoire, d'attendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'avoir une réponse, on est capable de communiquer directement avec les intervenants et d'identifier les personnes surexposées, par exemple, à la silice cristalline quartz. Il y a aussi un enjeu parce que la norme vient de diminuer par un facteur 2, et donc on doit faire des interventions dans les milieux de travail pour mieux connaître les expositions. Cette méthode, on a des résultats préliminaires là aussi dans l'industrie minière. On a des belles relations qui ont été identifiées. Donc ça, c'est des résultats encore non publiés, mais qui sont quand même très intéressants. On a également fait une autre intervention dans une mine. Là, la relation est moins nette. On a notamment plusieurs points dans lesquels on pense avoir de la silice cristalline par notre méthode FTIR, alors que la méthode de référence nous indique qu'il n'y en a pas. Donc, il y a une interférence pour l'une ou l'autre des méthodes. On doit encore investiguer ces données. Quand on enlève ces points, on se retrouve avec une relation qui est à ce moment-là de nouveau intéressante entre les deux indicateurs. Alors, ce deuxième exemple d'évaluation de l'exposition, donc les recherches qu'on mène dans mon laboratoire, c'est clairement une méthode prometteuse là, pour l'évaluation de l'exposition à la silice cristalline quartz, la prévention de la silicose. C'est rapide, peu coûteux, puisque finalement, le coût, c'est le coût de la cassette d'échantillonnage, le coût du personnel d'échantillonnage, mais on peut multiplier et faire des lectures assez rapides. Et ça permet surtout d'intervenir dans les milieux de travail, donc de mettre en place des interventions pour limiter l'exposition. La recherche va viser à comprendre les interférences, évaluer l'effet de taille, qui est documenté dans la littérature scientifique comme un déterminant qui peut expliquer notamment des cas de silicose également, et d'évaluer l'exposition dans différents milieux de travail au Québec. Donc j'arrive dans les conclusions. Je reprends mon souffle, je bois un peu d'eau. Alors pourquoi on fait toutes ces interventions ? C'est pour prévenir les maladies professionnelles, je l'ai déjà dit au début. Alors comment on essaye d'estimer ça ? Est-ce que notre travail est important ? Si je regarde les données de la CNESST, au Québec en 2022, 147 décès suite à une maladie professionnelle. Alors, soit les hygiénistes font extrêmement bien leur travail, parce que c'est un très faible nombre, soit il y a quelque chose. Parmi les maladies qui sont indemnisées, ce sont les maladies indemnisées. On parle des mésothéliums, donc en lien avec les fibres d'amiante, différents cancers, tumeurs malignes, de l'amiantose et de la silicose. C'est les maladies dont je vous ai parlé. Ce sont toutes des maladies évitables, puisqu'on connaît les facteurs de risque et on connaît même les milieux dans lesquels ils sont présents la plupart du temps. Je reviens aux émanations de moteurs diesel. Je vous ai dit, ce sont des cancérogènes groupe 1 classés par le Centre international de recherche sur le cancer. Si je regarde les données de Carex Canada, c'est 1 million de Canadiens exposés à des émanations de moteurs diesel. Parmi les milieux de travail, dans les milieux de travail où on retrouve les plus fortes expositions, c'est ce qui est en rouge un petit peu plus foncé, on retrouve les mines, justement, dans lequel on a 15 000 travailleurs canadiens exposés à des concentrations élevées, selon les critères de Carex, aux émanations de moteurs diesel. Alors, c'est intéressant parce que là, on peut rentrer dans les notions de fardeau du cancer professionnel. Vermeulen a fait des études et rapporte que 6% des décès par cancer du poumon sont en lien avec des expositions professionnelles aux émanations de moteurs diesel. Si je prends ce chiffre et je le rapporte au Québec,
on parle de 300 décès par année en lien avec une exposition professionnelle aux émanations de moteurs diesel et des cancers du poumon. Carex Canada, des estimations assez proches, 4,92% des cancers du poumon des hommes au Canada seraient attribuables à des expositions aux émanations de moteurs diesel. En 2013 seulement, un cas de cancer du poumon est indemnisé par la CNESST pour un travailleur de l'industrie minière qui n'avait pas d'autres facteurs de risque. Je n'ai pas fait une recherche exhaustive, mais à connaissance, c'est le seul qui est indemnisé pour ce type de cancer dans l'industrie minière. Donc, c'est ce décalage entre la réalité du fardeau du cancer, l'indemnisation et l'importance des interventions dans les milieux de travail que je veux souligner avec ces chiffres et avec cette diapositive. Paul Demers, professeur à l'Université de Toronto, en charge de Carex Canada, parle d'ailleurs du fardeau du cancer, c'est les coûts humains économiques associés à une cause de cancer. Donc c'est beaucoup plus large que ces chiffres de la CNESST, ces chiffres de l'indemnisation. Donc nos interventions qui visent la prévention doivent tenir compte de ce fardeau du cancer. Comment on peut expliquer autant de sous-reconnaissance des maladies d'origine professionnelle? C'est des facteurs classiques de latence pour les maladies chroniques, entre le temps d'exposition versus le développement des maladies. C'est la spécificité multicausalité, cancer du poumon, 5% de causes d'émanation, 95% d'autres causes probablement. Donc cette multicausalité rend difficile l'identification du lien entre l'exposition et la maladie. Ça peut être le cadre législatif qui ne permet pas d'identifier la maladie. Notamment au Québec, on a des tableaux de maladies professionnelles qui sont assez figés. Il y a une volonté de mettre à jour ces tableaux, notamment dans le nouveau règlement sur les maladies professionnelles, avec la création d'un comité scientifique pour faire évaluer ces tableaux de maladies professionnelles en tenant compte des données scientifiques cette fois-ci. Et le manque de formation médicale, mes collègues en médecine du travail insistent là-dessus, informent les étudiants en médecine, notamment à l'Université de Montréal. Moi-même, j'ai la chance de parler aux étudiants première année de médecine pour leur parler des milieux de travail, pour les sensibiliser aux dangers dans les milieux de travail, mais aussi les sensibiliser à poser des questions aux patients sur leur travail. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait il y a 20 ans en lien avec certaines problématiques? Donc, toujours travailler sur cette formation médicale. Alors, pour conclure, les interventions en hygiène du travail visent à prévenir l'apparition des maladies professionnelles. C'est évidemment la prévention de la maladie qui nous intéresse. C'est des activités de prévention primordiales, mais aussi de prévention primaire, qui visent à éliminer, réduire à la source les dangers et à faire la promotion de saines habitudes de travail. Et c'est aussi de dire que ce sont seulement des interventions structurées qui peuvent permettre d'identifier, évaluer et maîtriser les facteurs de risque dans les milieux de travail. Tout le monde se demande qui est cette dame? Non? Alors, cet exemple, je l'ai volé à des collègues hygiénistes qui ont déjà pris cet exemple pour parler de l'hygiène du travail. C'est Cassandre, dans la mythologie grecque, Cassandre qui avait le pouvoir de prédire, de faire des prédictions, mais qui avait aussi un sort qui était qu'elle n'était jamais crue. Alors on fait le parallèle, j'ai toujours aimé ce parallèle entre finalement l'hygiéniste qui doit prévoir les maladies professionnelles et faire des interventions dans les milieux de travail, mais qui ne doit pas faire comme Cassandre, qui doit être cru, faut que ses explications, sa communication soient bien comprises par les travailleurs, les décideurs. Donc l'hygiéniste se doit de prédire comme Cassandre, mais d'être cru au niveau de ces prédictions. Donc, ça conclut la partie scientifique. Je vous présente quand même des ouvrages de référence sur lesquels j'ai participé à l'écriture. Donc, le manuel d'hygiène du travail, les étudiants qui sont ici à l'école de santé publique, au département de santé environnementale, dans les programmes d'hygiène, connaissent c'est leur document de référence. Donc, le chapitre substitution, le chapitre sur les aérosols également, qui connaissent par cœur, mais qui décrit tous les enjeux avec ces contaminants. Le livre également Environnement, santé publique, très récent, 2023, dans lequel on retrouve un chapitre sur les environnements de travail
et également un chapitre justement sur l'expologie avec ma collègue Nolwenn ici présente, qui permettent de faire un petit peu de rappeler les différents enjeux. Je remercie tout le monde, sans citer de nom pour ne pas oublier personne, mais évidemment tous les membres de l'équipe du laboratoire d'hygiène du travail, tous les collègues co-chercheurs à l'IRSST, à l'ETS, à l'Université de Laval, donc j'en oublie certainement, aussi en France, à l'Université de Bordeaux, donc tous des gens avec qui on a collaboré sur des projets de recherche. Je remercie toujours évidemment les mentors, professeurs au département de santé environnementale, santé au travail, qui ont mis en place ces enseignements de l'hygiène du travail, qui ont mis en place les programmes en hygiène du travail et qui nous ont toujours appuyés. Je dis nous parce que ça inclut Jérôme Lavoué aussi, professeur au département, aussi en hygiène du travail. Mes recherches sont subventionnées par les organismes subventionnaires, notamment l'IRSST, l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail, depuis ma bourse de doctorat d'ailleurs, donc ça remonte à quelques années, et les fonds de recherche du Québec, puisque j'ai été chercheur junior 1, chercheur junior 2 des fonds de recherche du Québec. Et finalement, cette visite des milieux de travail se termine dans le vestiaire, qu'on appelle la salle des pendus, dans les mines, donc c'est encore comme ça dans les mines aujourd'hui, dans lequel les travailleurs à la fin de la journée vont pouvoir suspendre leurs habits de travail, notamment pour les faire sécher en hauteur, l'endroit le plus chaud de l'usine. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que de vous avoir convaincu en tout cas de l'importance de la place de l'hygiène du travail en santé publique. Période de questions, oui, on a le temps. Merci, j'allais oublier. Donc, si vous avez des questions, mais ça me fera plaisir d'y répondre. On a un micro en arrière, donc vous pouvez aller au micro en arrière. C'est au moins pour que la question soit enregistrée. Et si vous n'avez pas de questions... Ah, il y a un micro aussi qui peut voyager. Oui, merci Max pour cette présentation. C'est très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai une question, j'ai une première question. Donc quand on voit le décalage entre l'incidence des maladies professionnelles et ce qui est reconnu, ce qui est indemnisé, donc on se dit que depuis Ramazzini, ça n'a pas tellement évolué. Donc, est-ce que c'est un problème de connaissances scientifiques pour faire ce lien entre la maladie professionnelle, entre la maladie présumée et le milieu de travail? Donc, est-ce qu'il y a un décalage si important de connaissances? Et puis, comment on peut faire pour accélérer le développement des connaissances? Je me demande, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des bases de données longitudinales avec des milliers, voire des centaines de milliers de travailleurs qui ont été dans ces milieux-là? Donc, on pourrait utiliser ces bases de données pour accélérer le développement des connaissances. Donc, où est-ce qu'on en est là-dessus? Donc, parce que je trouve ça curieux, là. Donc, mais un seul cas de cancer, donc, comme tu l'as montré, donc, qui a été indemnisé par la CNESST, alors qu'on présume qu'il y a un lien plus évident. Donc, oui. Ça me surprend. Mais c'est la question, Carl. Je pense qu'en effet, c'est la question qui est importante. Alors, je pense que évidemment, l'amélioration des conditions de travail, on a vu la photo de l'amiante, personne ne travaille comme ça aujourd'hui. Donc, il y a certainement une amélioration des conditions de travail, ce qui va faire baisser le fardeau des maladies professionnelles. Après, vraiment, au niveau de la reconnaissance, les facteurs dont on parle, la multicausalité, les tableaux de maladies professionnelles,
explique en effet cette difficulté à faire un lien ou à indemniser ces maladies. Les maladies, elles existent. Les décès existent aussi, puisque les données épidémiologiques vont comptabiliser ces maladies. Mais c'est l'indemnisation. C'est clairement l'indemnisation qui ne permet pas d'aller identifier ces cas. Après, c'est sûr que l'indemnisation est en soi un domaine de recherche aussi. Donc, je ne me lancerai pas forcément dans des grandes explications là-dessus. Par contre, l'évolution de ces tableaux de maladies professionnelles, c'est au cœur de la réflexion. En France, par exemple, l'ANSES a un comité sur les maladies professionnelles qui regarde les données probantes, les études scientifiques, pour faire évoluer les tableaux. Donc, faire l'association entre les milieux de travail et les maladies. Il y a cette volonté au Québec de le faire aussi avec la modernisation, avec le règlement sur les maladies professionnelles et notamment le comité scientifique sur les maladies professionnelles qui va être mis en place avec des médecins du travail, des épidémiologistes, un toxicologue et aussi un hygiéniste du travail. Merci. Merci. J'ai une autre question. Oui. Dans ta présentation, tu as beaucoup mis l'accent sur ce qui est physique, les contaminants qui sont d'ordre physique. Oui. Donc, ma question, donc, en hygiène du travail, donc, est-ce qu'il y a une considération aussi pour ces expositions qui peuvent être d'ordre psychologique? Et puis là aussi, on sait qu'il y a un enjeu en termes d'indemnisation. Comment la science évolue, comment la discipline évolue par rapport à ces enjeux? Alors, deuxième bonne question, Carl, parce que je le dis souvent aux étudiants, c'est sûr que les exemples qu'on va vous donner, c'est souvent dans les contaminants chimiques. On regarde aussi un peu les contaminants physiques, notamment le bruit. Jérôme Lavoué enseigne notamment dans le cours contaminants physiques, le bruit, les contraintes thermiques. C'est clairement cette expertise au niveau des contaminants chimiques, physiques, biologiques qu'on explique le plus. Les risques psychosociaux, ben là aussi, je te dirais, je ne m'aventurerai pas là-dedans, mais je pourrais te renvoyer à d'excellents collègues comme Alain Marchand, pour qui c'est la spécialité, l'OSMET, l'Observatoire Santé Mieux-être au Travail, vont vraiment regarder ces facteurs psychosociaux qui sont intégrés clairement maintenant dans la modernisation de la loi aussi en santé-sécurité au travail. Oui, certainement des études aussi interdisciplinaires sur les facteurs de risque, qui soient de nature chimique, physique, biologique ou psychosociaux, seraient aussi intéressantes. Mais là aussi, on sort de mon expertise. Mais est-ce que c'est considéré comme intégré à la discipline, l'hygiène du travail, ou bien c'est considéré comme étant la GRH quand on parle de ces questions-là? On va donner un cours qui est plus un cours général en gestion de la santé-sécurité au travail. Je ne pense pas que dans la discipline, encore aujourd'hui, on développe beaucoup ces risques plus psychosociaux. On le sait que c'est important dans le chapitre sur l'environnement de travail. J'étais incapable, évidemment, de décrire les enjeux avec ces problématiques. On a fait appel à une sociologue spécialiste de la question en France, au EHESP, Véronique Daubas-Le Tourneau, qui a pu vraiment écrire ces enjeux avec le télétravail, l'organisation du travail, le burn-out, tout ce qui est l'épuisement professionnel. Donc, relève plus de certains domaines, je dirais, liés à la sociologie, aux relations industrielles. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai deux questions peut-être techniques. En fait, une sur l'exposition, puis une sur les trajectoires en fait, professionnelles.
J'ai bien compris en fait que vous utilisez les GES, en fait, les groupes d'exposition similaires, pour définir effectivement l'exposition principale en fait d'un salarié, enfin d'un travailleur. Mais je suppose qu'en fait il y a une multi-exposition pour un même travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul contaminant pour un même travail. Donc comment vous faites la part effectivement de cette multi-exposition? Comment vous faites la part de la dose dépendance de cette multi-exposition? Puis un travailleur peut commencer comme un mécanicien, puis finir comme un minier, puis finir comme un infirmier, enfin je dis n'importe quoi, mais pour expliquer qu'il y a différentes trajectoires, différentes expositions, que l'exposome sur une vie entière en fait n'est pas le même. Donc comment en fait, on va le lier à l'incidence effectivement du cancer quand il va apparaître? Voilà, c'est mes deux questions. Oui, ben, c'est certain qu'on ne considère jamais une exposition unique. Là, pour la fin de la présentation, on a parlé du diesel. Dans nos études de diesel, on a mesuré par exemple aussi la silice cristalline dans ces milieux en même temps. On a fait même des mesures parallèles du contaminant pour évaluer la co-exposition. Donc oui, en hygiène du travail, on va considérer l'additivité des effets. C'est même réglementaire là, de faire des calculs d'additivité pour évaluer les expositions. Donc ça, ça se fait. Ça se fait aussi avec les connaissances qu'on a sur l'additivité. Au département, notamment, des professeurs ont développé des outils là, pour identifier les effets similaires de différentes substances pour faire ces calculs d'additivité. Donc, de relier des contaminants avec des effets santé sur des organes. Par exemple, le système nerveux central, bon, les solvants, souvent, c'est des grandes familles. Mais donc ça, on est capable de faire ces mesures d'additivité. Après, le parcours professionnel, bah, ça revient aux difficultés de lier des maladies à des expositions passées. Ça, certainement que Jérôme Lavoué, ses équipes de travail pourraient mieux répondre aussi sur les bases de données d'exposition, comment eux, à une échelle plus globale, ils peuvent regarder ces périodes d'exposition. Bon, l'exposome professionnel, on pourrait l'appeler ainsi. Oui, c'est quelqu'un qui se présente avec un mésothéliome à 60 ans et qui a travaillé de 17 à 22 ans à Thetford Mines dans les mines. Il faut lui poser la question de savoir où il vit. Peut-être qu'il travaille depuis 20 ans dans des bureaux au centre-ville de Montréal. C'est pas évident à faire le lien, mais c'est sûr que je pense que la formation médicale, en tout cas, on revient sur la formation des médecins, c'est un élément clé là, pour orienter ensuite les patients vers l'indemnisation et la reconnaissance. Nous en hygiène, on est plus on n'est pas dans cette reconnaissance, on est vraiment dans l'identification des dangers dans les milieux de travail pour prévenir justement les expositions. Donc on n'est pas dans l'indemnisation, la reconnaissance, on est vraiment dans la prévention. Actuellement, en fait, les GES définissent en fait l'ensemble des expositions professionnelles pour un travail particulier, c'est-à-dire que s'il y a le carbone, s'il y a la silice, s'il y a l'amiante, peut définir effectivement pour chaque travail l'ensemble des expositions d'un travailleur. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est fait ici Alors le GES, c'est clairement dans l'intervention. C'est pas dans les bases de données. Bon, ça, on va retrouver des bases de données, mais là, dans le contexte que je le présente, c'est l'intervention des milieux de travail. Quand on arrive dans des milieux de travail, on a plusieurs centaines de travailleurs, on ne peut pas tous les évaluer. On va essayer, l'hygiéniste, avec son jugement professionnel, avec sa formation, il va essayer de les rassembler par groupe et de faire un échantillonnage aléatoire dans ce groupe d'exposition. L'idée là-dedans, c'est d'évaluer l'exposition de ce groupe pour se prononcer sur le risque sanitaire. Il y a différentes techniques qui permettent, par exemple, de valider. Si on forme des groupes d'exposition similaires avec des écarts types, on s'aperçoit qu'il y a une énorme variabilité à l'intérieur. Peut-être que le groupe d'exposition similaire n'est pas bien défini. C'est toujours pour un seul composant, en fait. Les organochlorés, le carbone.
Mais le groupe d'exposition similaire peut être exposé à plusieurs contaminants lui aussi. Ça n'empêche pas. Là, la définition, ce sont des travailleurs qui partagent le même profil d'exposition. Si on est chauffeur de camion dans l'exemple des mines, on va être exposé aux émanations de moteurs diesel, mais aussi à la poussière de silice cristalline. Et si on travaille dans ces mines souterraines et on est soudeur dans les ateliers mécaniques, ben là, on va être exposé. Là, c'est un autre groupe. Mais lui, il va être exposé à des gaz, à des oxydes métalliques, à des émanations de moteurs diesel aussi. On va évaluer le risque sanitaire de ces groupes de façon séparée parce qu'ils ne partagent pas le même exposome professionnel, on pourrait dire. Et est-ce que vous avez déjà fait, pour la deuxième question, est-ce que vous avez déjà fait des études longitudinales, effectivement, avec des trajectoires, avec des groupes, effectivement, des trajectoires différentes, pour voir, effectivement, sur certains cancers, quelles étaient les professions qui étaient le plus reliées, quelle était la part attribuable la plus spécifique pour certaines professions? C'est pas dans mon domaine de recherche. De faire ce genre d'études, ça relève plus de la surveillance épidémiologique. Il y a des organisations qui font de la surveillance de l'état de santé des travailleurs. L'hygiène du travail, c'est clairement la prévention, l'intervention dans les milieux, comprendre les situations d'exposition et les prévenir. Donc, prévenir l'apparition des maladies. Donc, c'est pas dans mon domaine de recherche, c'est pas des études que je vais proposer seul, en tout cas, pour faire des suivis des travailleurs. C'est clairement plutôt une expertise en évaluation de l'exposition, comprendre les outils, améliorer les pratiques, comprendre les déterminants de l'exposition, les composantes individuelles, etc. C'est plus... Voir ces études pardon. Oui, ben, c'est exactement ce que je disais. On va regarder ces études épidémiologiques, on va regarder ces études de cohorte. C'est des choses qui vont être regardées dans le domaine de la santé au travail de façon beaucoup plus large. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc, j'ai fait ma médecine à l'Université Laval et je pense avoir eu un total de 1h30 de cours sur les maladies professionnelles. Est-ce que vous pensez qu'il y a des lacunes dans la formation justement des futurs médecins du Québec quant à leur exposition aux maladies professionnelles qui pourraient notamment entraver sur leur prise en charge des patients? Alors, c'est sûr qu'on pourrait augmenter un petit peu la formation. Alors, on est mieux à l'Université de Montréal parce qu'on a au moins 3 heures. Parce que j'ai un cours de 3 heures avec ma collègue médecin du travail, Nabila Titri. Donc, on rencontre les étudiants dans le premier mois, les premières années, durant 3 heures. Par contre, après, ils ont des cours sur la maladie professionnelle. Donc, nous, c'est un cours d'introduction au milieu de travail, mais après, je sais qu'ils ont des cours ils ont plusieurs cours après sur les maladies professionnelles également. Certainement que c'est à renforcer ce genre de choses. Après, il y a une surspécialité aussi à la faculté de médecine ici à l'Université de Montréal. On a le programme de spécialité en médecine du travail qui est offert. J'interviens notamment, je forme sur le volet hygiène du travail, justement les médecins. Mais oui, c'est sûr que la formation médicale, ça revient, et ça ne revient pas qu'au Québec. Quand on regarde un peu des écrits, que ce soit en France ou à travers le Canada, on revient sur l'importance de former les médecins, ne serait-ce qu'à poser une question. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Ne serait-ce qu'à poser cette question, ce serait important. Donc le renforcer, je suis tout à fait d'accord. Parfait, merci. Je suis désolé. En fait, elle m'évoque une question parce que moi, je travaille en sciences infirmières également. Et je pense que les infirmières non plus ne sont pas très formées à ça. Elles vont demander effectivement les professions dans l'anamnèse, mais elles ne leur lisent jamais. Enfin, ce n'est pas quelque chose à quoi elles s'intéressent. Je pense que ça serait bien également de former les professionnels de santé de proximité, donc les infirmières cliniciennes ou même les infirmières master, en fait, spécialisées pour justement faire de la prévention primordiale, de la prévention primaire, parce que c'est vraiment une action
de l'infirmière de faire cette prévention primaire et primordiale. Et moi, en tout cas, dans mon université, j'ai déjà du mal à les former en vaccinologie. Mais effectivement, je n'ai pas l'impression qu'elles soient sensibilisées en fait, à ça. Alors, dans les hôpitaux, il y a des hygiénistes du travail. Au Québec, en tout cas, on a des collègues là, qui ont exercé dans les hôpitaux et donc qui ont mis en place ces stratégies d'identification, évaluation, anticipation aussi dans les hôpitaux. Parce que dans un hôpital, il y a plein de contaminants, des fumées chirurgicales, l'oxyde d'éthylène. Il y a plein de contaminants comme ça qui ont déjà été identifiés avec des problématiques de santé. Donc oui, il y a clairement des interventions en hygiène du travail dans ces milieux. Durant la Covid, on a été aussi demandé au niveau de la protection respiratoire. Mes étudiants en hygiène ont été demandés là, dans différents secteurs pour aller faire de la protection respiratoire des intervenants. Donc ça a été aussi, c'est de l'hygiène du travail. Après, oui, former des infirmières, il faudrait voir un petit peu, mais certainement que des cours en identification des dangers seraient... Même dans les cours renouvelés, parce qu'on passe en compétences, il n'y a pas de cours ad hoc effectivement en hygiène du travail. Il y a déjà beaucoup de mal à mettre de la santé publique et de la santé communautaire. Alors, il faudrait voir, est-ce que l'intérêt, c'est de former les infirmières à moins, devenir des hygiénistes, mais peut-être à identifier... Si vous avez 3 heures pour les médecins, ça serait bien de faire aussi 3 heures pour les infirmiers. Je dis ça comme ça, mais... Dans ce sens-là, oui. Écoute, il faudra parler avec les sciences infirmières, peut-être. Mais il y a des collègues là, qui ont quand même des... Nous, je sais qu'à l'Université de Montréal, on a des collègues là, qui ont fait des études en santé au travail et qui sont professeurs aussi, mais qui s'intéressent aussi à des risques peut-être plus psychosociaux d'ailleurs en sciences infirmières. Donc, merci pour la suggestion. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je peux inviter le doyen à faire le mot de la fin. Donc, alors, un mot bref, on va féliciter notre conférencier, Maximilien Desbiats, pour cette excellente conférence qui a suscité de l'intérêt dans la salle. Et puis, on espère que les collègues qui n'ont pas pu être présents vont pouvoir en prendre connaissance. Donc, merci à vous tous de vous être déplacés, à vous toutes et tous de vous être déplacés. Et merci encore, Max, pour cette brillante conférence. Merci. Merci, Carl.